J'adore faire de la vulgarisation scientifique. J'ai eu de la chance dans ma carrière. Ma première passion, c'était relié à l'informatique quantique. Et comme c'est hyper méga sexy, j'avais beaucoup d'opportunités d'en parler. Et là, maintenant que je fais de l'intelligence artificielle, les demandes sont encore plus grandes. Il y a un gros avantage à faire de la vulgarisation scientifique en intelligence artificielle. Même si aujourd'hui, étant donné que j'essaie de compresser beaucoup de matériel dans peu de temps, comme d'habitude, en vulgarisation, on tourne les coins un peu ronds. Mais ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est accessible pour quelqu'un qui est à l'extérieur du domaine d'essayer d'aller chercher des concepts et de comprendre les vraies choses, pas juste des métaphores qui n'ont pas réellement de valeur. Les vraies choses sont relativement simples. Et d'ailleurs, c'est assez traumatisant de voir que des outils aussi simples au niveau mathématique sont capables de produire des résultats absolument extraordinaires. Moi, j'ai fait une gaffe quand j'étais au cégep, puis finalement, je me suis inscrit en maths parce que je pouvais plus m'inscrire en informatique, mais finalement, ça s'est transformé dans quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait un bac en maths info. J'ai beaucoup d'affinités pour les mathématiques. Je fais partie du CRM, par exemple. Mais je travaille sur des choses qui sont un peu plus concrètes maintenant au niveau de l'intelligence artificielle. Par contre, j'ai toute fait ma carrière là, crypto-quantique, théorie de l'information, fondement de la physique, etc. Et là, j'essaie de faire des trucs plus concrets, peut-être même plus utiles, on ne sait jamais, en intelligence artificielle. Et donc, pour vous parler des techniques, parce que j'ai gardé la moitié de la présentation, au moins peut-être un peu plus, pour expliquer deux techniques, qui sont basées sur deux outils mathématiques. Et il faut commencer par faire le point un peu là, de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Le laboratoire avec lequel je travaille, c'est le MILA qui m'a, d'une certaine façon, mis sur la carte. Yoshua Bengio m'a encouragé dans ma transition intellectuelle et il m'a même encouragé là financièrement. Et donc, à cause de ça, je suis rendu maintenant que je suis à temps plein dans le domaine. Mais le MILA ici, c'est pas intelligence puis artificial, ok? C'était un institut au départ pour des algorithmes d'apprentissage, ok? Puis c'est vraiment ça qui est important. C'est juste qu'aujourd'hui, les réussites ce qu'on réalise à partir de ces outils-là, je pense que maintenant, réellement, on peut parler d'intelligence artificielle sans devoir toujours s'excuser puis de dire que c'est juste l'optimisation. Et donc, moi, je divise normalement ma présentation, puis les années passent. La partie après 2015 commence à grossir de plus en plus, mais je sépare ça avant janvier 2015, puis après janvier 2015. Pourquoi? Vous allez voir. J'étais un fan de cinéma. Puis quand j'étais jeune, le film Blade Runner avait été populaire. La nouvelle version qui a été réalisée par un Québécois extraordinaire et à mon avis encore meilleur. Mais dans le film de 1982, une des scènes vraiment prenantes, c'est que l'espèce de création artificielle, cet être, ce répliquant, il rencontre son créateur, puis il y a une partie d'échecs. Pourquoi les échecs dans ce film-là? C'est pour la même raison que dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est sorti, je pense, en 1968, où on avait aussi une intelligence artificielle qui jouait aux échecs. C'était vraiment un symbole d'intelligence. C'était vraiment un symbole très fort d'intelligence. Au cégep, moi, j'étais au club de jeu. Je parlais avec des gens qui étaient très forts aux échecs. Et pour eux, les machines jamais réussiraient à gagner aux échecs parce que premièrement, les appareils disponibles à l'époque étaient d'une médiocrité lamentable par rapport à un bon joueur. Et en plus de ça, les gens ne voyaient pas ça comme quelque chose de mécanique. On voyait vraiment ça comme un acte de créativité intellectuelle, de vision, de stratégie. OK? Vous le savez, IBM a monté un système, ils ont gagné aux échecs. Ils ont battu le meilleur joueur au monde, et là, les médias ont explosé à l'époque, mais il s'est rien passé finalement. En 96, il n'y a pas eu d'explosion d'intelligence artificielle parce que les techniques qui étaient utilisées, c'était des techniques vraiment, c'est de l'informatique. C'est des techniques que moi j'ai appris dans mes cours d'informatique, pas dans un cours d'intelligence artificielle. OK? C'est des techniques où ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si je joue ça, il joue ça, si je joue ça, il joue ça. On fait des min-max, etc. L'avantage de ce système-là, c'est qu'ils avaient construit un appareil qui pouvait tester
énormément de coups dans une seconde. OK? Donc là-dedans, il n'y avait pas d'intelligence artificielle comme ce que je vais vous présenter après. OK? 2006, Google commence à traduire. Intéressant parce qu'aujourd'hui, ils sont vraiment rendus bons. OK? 2007, brevet. Microsoft. CAPTCHA. OK? Les CAPTCHA, c'est des tests de Turing à l'envers. Ça sert à prouver que vous êtes vraiment une personne, pas un robot qui essaie de se connecter au site. Proposait comme CAPTCHA dans un brevet, justement, des chats et des chiens. OK? Le chat, ça vient pas de chat dans CAPTCHA, là, mais des chats et des chiens. OK? Parce que en 2007, c'était comme inconcevable de faire un programme informatique qui pouvait distinguer entre une photo de chat et une photo de chien de façon relativement fiable. Tu sais, t'as toujours un coup de chance des fois, là, mais... Évidemment, la reconnaissance faciale, elle, faisait des progrès. 2010, Facebook commence à utiliser ça. Les dates n'ont pas énormément d'importance. C'est pas comme si en 2009, il n'y avait pas de reconnaissance faciale, là. OK? Et il y avait des concours, justement, de classification d'images à l'époque. Mais c'était tough. OK? Et puis le genre de problème qu'ils voulaient régler, c'est le vrai problème de classification d'images, le vrai problème de vision. Et j'ai pas l'impression que c'était considéré énormément de l'intelligence artificielle. Je pense que c'était vraiment une communauté de vision avec leurs outils propres à eux. Et dans le concours, il y avait 1000 catégories. Ça, c'est la catégorie banane. OK? Bon, évidemment, compter le nombre de pixels jaunes, ça peut vous donner un indice, mais pas toujours. OK? Et les systèmes étaient vraiment tellement médiocres pour faire ce genre de classification-là qu'on ne les évaluait pas en termes de succès. Hein? Tu lui présentes une image et tu comptes combien de fois la réponse est bonne par rapport à combien de fois la réponse est mauvaise. Ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait au système de donner 5 réponses possibles et on dit que tu as gagné si la bonne réponse était parmi les 5. Parce que sinon, le taux de succès aurait été de 4%. Là. C'est vraiment, vraiment minable. Et on avait des taux d'erreur de 28% quand même. OK? Mais le deep learning, l'explosion de l'intelligence artificielle est arrivée un peu dans ce coin-là. Là. Les choses ont commencé à changer. Moi, j'ai été impressionné par encore IBM. Premier concours qu'ils ont fait, c'était premier grand projet informatique qui m'a frappé, c'est les échecs. Mais en 2011, ils ont attaqué un problème qui, à mon avis, est beaucoup plus difficile. C'est un jeu questionnaire qui s'appelle Jeopardy. Le fait qu'on mélange question puis réponse, là, que ce qu'on te donne, là, c'est la réponse, faut que tu donnes la question, là, ça n'a aucun intérêt. Là. C'est vraiment un problème de question-réponse. Donc, on cherche quelque chose et ils ont pris les 2 meilleurs joueurs au monde, des gars qui ont vraiment là sont devenus des célébrités dans ce jeu-là, et ils les ont fait compétitionner contre Watson. Il n'y avait pas de reconnaissance de la voix là-dedans. Le système recevait l'information comme du texte et il répondait aussi de façon simple, mais le système n'était pas connecté sur Internet, c'est un système indépendant, puis évidemment, il a gagné. Voici un exemple de question auquel il a bien répondu. Encore une fois, on vous donne la réponse, puis il faut que vous trouviez la question, mais bon. And anytime you feel the pain, hey, this guy, refrain, don't carry the world upon your shoulder. Fait que là, ce qu'il faut dire, c'est « Who is Jude? » OK? C'est pas trivial. Il y a une espèce de compréhension du texte qu'on doit avoir. Puis c'est pas juste ça aussi, c'est qu'il faut pas répondre n'importe quoi parce que c'est un jeu où tu perds des points quand tu te trompes. Donc, c'est pas juste de répondre vite, mais il faut être sûr qu'on a la bonne réponse. Évidemment, ils ont massacré excusez-moi, c'était pas évident. Ils ont massacré les 2 joueurs. C'était pas évident, pourquoi? Parce qu'ils ont fait des pratiques et dans ce genre de truc-là, la variance est assez grande. Ils auraient pu être malchanceux, puis ça fonctionne pas. Mais de toute façon, IBM était très bon à ce jeu-là. On avait de la reconnaissance de caméra, on a Siri qui commence à nous répondre des choses comiques quand on lui dit des choses comiques. On a des robots. Pourquoi vous pensez qu'en 2013, on a des robots comme ça? Parce qu'il n'y en avait pas avant. Puis quand il y a eu l'accident de Fukushima, OK, puis que un tsunami a dévasté 2 ou je sais pas combien de réacteurs nucléaires, mais anyway, il y avait une valve à fermer, mais il y avait de la radiation. Puis contrairement à ce qui s'est passé
en Ukraine, ils n'ont pas sacrifié des milliers de personnes, des centaines de personnes au niveau des radiations. Ils voulaient envoyer un robot, mais les robots, c'était juste dans les films, là. Les robots qu'on voyait, il y avait des pattes grosses comme ça, OK? Ils voyaient rien, puis ils étaient programmés pour marcher comme ça. Ça faisait rire les gens. Mais là, le domaine a commencé à avancer. 2014, Google est très performant au niveau des voitures qui se conduisent tout seuls. Ils réalisent que de faire comme Tesla des trucs de pilotage automatique, c'est une catastrophe. Ils décident que si jamais ils mettent en production une voiture autonome, elle sera 100% autonome, pas de volant, pas de frein, rien. Ou bien c'est la voiture qui conduit, ou bien c'est l'humain. Bon, ils ont proposé des voitures qui allaient pas vite, mais des vraies voitures autonomes. Et là, on commence à chercher des trucs sur Google de plus en plus sophistiqués. Google nous comprend. Ça, c'était vraiment le state of the art en intelligence artificielle, de pouvoir taper des mots, et puis que, comme par magie, le système comprend ce que tu demandes et puis te donne les documents appropriés. On commençait à pouvoir poser des questions un peu plus sophistiquées. Ça, c'en est une qui m'avait fait rire. À cette époque-là, on ne pouvait pas demander grand-chose de ben utile, donc je me servais de ça juste pour montrer aux gens que l'intelligence artificielle était bonne, parce que les vraies questions que je me posais, ils savaient jamais comment répondre, mais les choses changent, là. Et là, ce qui est arrivé, c'est que on a eu, bon, je vous présente le héros local, mais Yoshua Bengio a gagné le prix Turing. Le prix Turing, c'est l'équivalent du prix Nobel, mais en informatique, avec 2 acolytes. Je vais vous montrer leurs photos tantôt. Mais ce qui se passe, c'est que on avait une puissance de calcul incroyable à notre disposition, une quantité d'informations, de données, de textes incroyable, puis on n'arrivait pas à en tirer profit. Les superordinateurs de l'époque ne servaient à peu près uniquement à faire des simulations physiques. Ça peut être la météo, OK? Donc, vous simulez un système météorologique, ça prend une grosse puissance de calcul. Puis, toutes sortes de choses qui ressemblent à de la météo, là, simuler des réactions nucléaires ou tous des trucs où vous avez une tonne d'équations différentielles ou je sais pas quoi, puis vous voulez faire de façon itérative une évolution du système. Puis, comme vous avez des millions puis des millions de points à faire évoluer, puis tout ça, ça prend des superordinateurs. Il y a personne qui faisait de l'intelligence artificielle parce qu'on n'avait pas d'idée comment faire de l'intelligence artificielle réellement. Fait qu'avoir plus de puissance de calcul, ça servait à rien. Donc, quand le deep learning est apparu, ben, il y a eu une explosion parce que là, on avait tout ce qu'il faut. Il manquait juste les outils, le deep learning. Et en 2015, voyant que l'explosion avait lieu, OK, des gens intelligents et connus ont signé une pétition. Les 2 plus célèbres, c'est Elon Musk et Stephen Hawking, qui malheureusement est décédé depuis. Et ils ont signé une lettre ouverte. Voici la lettre ouverte. Voici 3 passages intéressants. Ça va vite. C'est impressionnant. Faudrait peut-être surveiller ce qui se passe. OK? Et puis, c'est pas une lettre qui est écrite là, comme des imbéciles là, qui crient à la catastrophe. C'était une lettre assez sérieuse, mais la lettre quand même avait un ton qui disait « Faites attention, surveillez ce qui se passe, ça va vite. » Pourquoi je parle de avant janvier 2015 et puis après janvier 2015? Ben parce que c'est l'enfer ce qui s'est passé après. C'est là que ça commence. Le deep learning s'est amélioré de façon hallucinante. Au niveau de la classification des images, c'est complètement réglé. Ils avaient rajouté 100 races de chiens pour rendre le problème plus difficile. On a de loin dépassé les capacités humaines. Ça n'a pas vraiment de valeur scientifique, mais je veux le dire quand même parce que les gens le disent. Là. Ça veut dire quoi qu'un humain se trompe 5% du temps? Là? C'est un peu bizarre. Là. Je ne sais pas. Moi, c'est quoi la différence entre les races de chiens? Là? C'est pas parce que je suis pas intelligent. Là. Mais anyway, donc on a des systèmes comme ça. Le problème de reconnaissance d'image, c'est complètement réglé. On est capable très facilement maintenant, ça c'est vieux, 2016, là, c'est vraiment vieux. On est capable de reconnaître facilement dans un environnement contrôlé les actions live de quelqu'un, pas juste un objet, une action. On a gagné au Go. Là, vous allez me dire, bon, c'est un peu comme les échecs. Finalement, absolument pas. On a gagné au Go. C'est vraiment incroyablement impressionnant et intéressant. Quand j'ai appris qu'on avait gagné au Go, je venais
de terminer quelques mois avant un livre écrit par Neil Bostrom qui disait que il fallait quand même être réaliste. Là. On va finir par réussir à gagner au Go. Ça peut peut-être prendre 20 ans, mais on va y arriver. T'sais. Puis là, comme paf, c'est fait. Puis son travail à lui, c'est de prédire l'avenir de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je le critique pas, je vous le recommande même, c'est un gars sympathique, intéressant dans ses écritures. Ce qui se passe, c'est que le système de Go était à rien à voir avec le système des échecs. Au niveau du Go, ce qui se passe, c'est que plutôt que d'avoir un système qui fait des maths combinatoires, qui traverse un arbre de min-max sur les coups, parce que ça fonctionne absolument pas avec le Go pour une simple raison, c'est que aux échecs, on pourrait penser qu'il y a une dizaine de coups possibles. Bon, au Go, il y a plus une centaine de coups possibles. Donc, quand vous avez un arbre d'arité 10, vous pouvez aller vachement plus profond qu'avec un arbre d'arité 100. OK? Et donc, l'explosion exponentielle est absolument délirante. Et c'est pour ça que l'être humain était avantagé de façon incroyable, parce que l'être humain ne fait pas une approche combinatoire. On utilise d'autres capacités intellectuelles que d'essayer tous les coups dans notre tête. OK? Et donc, le Go était complètement inaccessible avec des techniques de l'époque. Mais ce qu'ils ont fait avec AlphaGo, c'est qu'ils ont utilisé de l'apprentissage profond. Et par exemple, il y avait un module qui évaluait la qualité d'une position. Le module regarde une position et calcule un espèce de coefficient pour savoir si c'est une bonne position pour les Blancs ou non. Et ces modules-là, c'était des modules qui étaient faits avec la même architecture qu'un module qui regarderait une image, par exemple. C'est les mêmes maths, c'est les mêmes techniques. Donc, les outils qui ont été utilisés pour gagner au Go s'approchent des outils qui ont été utilisés pour classer les chats et les chiens. OK? Et dans tous les cas, c'est de l'apprentissage machine, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Apprentissage automatique, le vrai terme en français, machine learning en anglais. Ce qui est hallucinant aussi, c'est que dans le cas du Go, c'est beaucoup plus sophistiqué que dans le cas de la classification d'images, parce que dans le cas du Go, éventuellement, on n'a pas assez d'exemples à donner au système pour que le système apprenne correctement. Pas juste ça, comment on peut apprendre à partir d'exemples, puis battre ceux qui vous ont fourni les exemples. OK? Et donc, le système mélangeait d'autres techniques qu'on appelle des techniques d'apprentissage par renforcement. Et en réalité, le système était aussi basé sur des outils qui font que la machine jouait contre elle-même et apprenait en jouant contre elle-même. Et puis, un peu plus tard, après avoir battu le meilleur joueur au Go, ils ont réussi à monter un système qui apprend à partir de aucun exemple. Il ne fait que jouer contre lui-même. Et avec le temps, il finit par devenir absolument imbattable. Bon, à un moment donné, j'ai dit comme, OK, c'est le fun, au niveau de la reconnaissance d'image, le problème est réglé. Moi, je savais que au MILA, à l'Université de Montréal et partout dans le monde, il y avait toutes sortes de recherches qui se faisaient pour résoudre des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles en apparence que la classification. Par exemple, des questions spécifiques sur des images ou des images qui sont décrites par des phrases, OK? Et non pas seulement par une classe, une catégorie. Puis, bon, je savais que ce genre de technologie-là pouvait être implémenté par des grosses entreprises beaucoup plus rapidement qu'une découverte médicale, par exemple. OK? Fait que je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont mis dans... Fait que là, j'ai tapé ça. C'est la première chose que j'ai tapé. OK? Et ça a marché. J'ai fait une capture d'écran. J'ai dit, faut que je garde ça, c'est historique. Bon. Parce que quand moi, je faisais des recherches d'images, quand j'étais étudiant, à partir du moment où Google a offert la recherche d'images, OK? Il n'y avait pas de vision là-dedans. Google utilisait le texte pour trouver les images. Il n'y a pas de système qui comprenait les images. Et ça, c'est vraiment un pas en avant important. En 2017, il y a un système qui a été produit, je vais en parler tantôt, par NVIDIA. C'est basé sur des travaux qui ont été réalisés en partie à l'Université de Montréal. Est-ce que vous reconnaissez les gens qui sont là? C'est important là, pour la suite. Là. Moi, je suis pas trop in, là, mais vous autres, vous devriez les connaître. Non, mais je veux dire, elle, là, c'est super connu.
C'est personne. Ces gens-là, ils n'existent pas. C'est le fruit de l'imagination d'un ordinateur. C'est des images qui ont été créées artificiellement avec pour objectif de respecter la distribution de faces de célébrités. Hein? Même si ça paraît bizarre de parler de distribution, dans votre cours de statistique, vous avez 3 variables, OK? Puis là, vous vous dites qu'il y a une corrélation entre les 2 premières, OK? Bon, c'est le fun. Là, une image, c'est... une image de 1024 par 1024, c'est 3 millions de variables. C'est un vecteur de nombre réel, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, est-ce qu'un ordinateur peut imaginer des vecteurs de nombre réel qui ont des faces de personnes? C'était pas possible jusqu'à récemment. C'était pas possible, pourquoi? Parce que, tantôt, je vais vous parler d'apprentissage automatique. C'est impossible de dire à un ordinateur, c'est beau ce que tu viens de faire, là, c'est une bonne réponse. L'ordinateur qui essaie de classer les chats et les chiens, si c'est un chat, il dit que c'est un chat. Il a juste été mardeux, mais tu lui dis, c'est beau, je sais pas ce que tu as fait, là, mais continue comme ça. Puis s'il dit que c'est un chien, tu lui dis, regarde, reviens en arrière, là, le changement que tu as fait dans le système, c'est OK? Tu peux apprendre à partir d'exemples. Si tu produis un système qui produit des faces de célébrités, au début, il va te produire un blob de couleurs, puis là, tu vas dire, c'est pas bon. Puis so what? OK? Fait qu'il y a des techniques qui ont été inventées pour qu'on puisse produire des éléments d'une distribution excessivement complexe, une distribution qu'on n'est même pas capable, en fait, de décrire autrement qu'en donnant un jeu de données. Donc, ce qu'ils avaient, c'est une énorme base de données de photos de célébrités et ils ont entraîné le système à produire quelque chose qui était similaire, tout en s'assurant que le système ne faisait pas juste répéter des gens qui étaient déjà dans la base de données. C'était excessivement important. Et il y a eu des systèmes de traduction, bon, je vais y revenir. Récemment, Gmail a commencé à répondre pour vous. C'est un curse, là, en tout cas, bon. Mais au début, il a commencé à répondre pour vous en anglais. Là, après ça, je me suis rendu compte qu'il répondait pour moi en espagnol. Puis là, finalement, il s'est mis à répondre pour moi en français. J'imagine qu'il répond à peu près pour toutes les langues. C'est hallucinant la qualité des réponses qui sont proposées, même si c'est pas toujours une des réponses que je voudrais donner. En 2018, Google s'est vanté que... il n'y a pas de son. Oui, il y a du son. Non, ça, c'est du son dans mon ordi. Oubliez ça, c'est pas grave. Ça vaut pas la peine là, Ça, c'est les robots 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard. OK? Ça, là, ce n'est pas de l'ingénierie. OK? On ne peut pas expliquer avec une série d'équations comment faire ça. C'est juste pas vrai. Entre autres parce que tous les maudits senseurs sont imprécis. OK? Les données que tu as sont pas parfaites, etc. Quand même que tu donnerais une série d'équations, ça marcherait pas anyway. OK? Donc ça, c'est vraiment des techniques de robotique qui sont basées aussi sur l'apprentissage. L'apprentissage, c'est vraiment ce qui est fondamental en intelligence artificielle. L'exemple de tout à l'heure que j'ai sauté, c'est Google I.O. Il propose un système qui, par exemple, tu dis à OK Google, bon, moi, la plupart du temps, je lui demande des choses assez banales, là, mais là, tu pourrais lui dire, prends un rendez-vous pour moi chez le coiffeur, s'il te plaît. Puis là, comme Google connaît mon agenda, Google appellerait le coiffeur, prendrait le rendez-vous, puis aurait cette discussion. Puis dans leur démo, au lieu d'utiliser la voix robotique sans expression qui est disponible en ce moment sur le système, ils ont juste pris la peine là, de faire un peu plus d'efforts par rapport à ça. Et ils ont fait un système très impressionnant. Et c'est sûr que c'est de la publicité pour Google. C'est sûr qu'en ce moment, le système n'est pas disponible, mais ça s'en vient. C'est pas comme si j'avais l'impression que c'était pas possible. Au contraire. La voiture qui se conduit tout seul, finalement, c'est en service aux États-Unis. Je pense que c'est Phoenix, la première ville où c'est accessible. C'est un programme bêta, là, un peu comme le système en ligne là, de Nvidia là, pour les jeux vidéo. Là. Il faut appliquer pour devenir membre, et puis là, tu peux réussir à avoir une voiture qui se conduit tout seul. Et finalement, les systèmes qui génèrent des fausses images se sont réellement améliorés. Et là, on peut générer des fausses images. On a un espace latent
qu'on génère, on peut se déplacer dans l'espace des fausses images et on peut demander au système d'aller chercher des caractéristiques spécifiques de personnes réelles qu'on va mapper dans cet espace latent-là. OK? Scary. Ça, c'est un cas de figure qui est relativement facile. Vous devez comprendre que produire des visages, OK, c'est plus facile que de produire d'autres choses parce que il y a moyen d'avoir une quantité énorme de données et ces données-là vont être grosso modo toutes du même type. Un visage de face, si le visage n'est pas centré, on va le centrer, OK, etc., etc., etc. Si vous voulez générer un film de science-fiction en appuyant sur un bouton, c'est une autre histoire. OK, je suis conscient que ça, c'est c'est comme du cherry picking. C'est un exemple où ça marche vraiment très, très, très bien. OK? Mais quand même, ça existe. OK. Peut-être qu'on veut faire un peu de, peut-être pas des maths, mais en tout cas, au moins parler des techniques. Je vais juste regarder, j'ai pris combien de temps? Oh, OK. Parce que j'ai 1 heure. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde fait de l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique était sous le radar. C'était excessivement important. Excusez-moi, le projecteur est défectueux. Donc, l'apprentissage automatique, c'est un domaine qui était sous le radar. C'était un domaine qui était basé sur les statistiques, les maths, toutes sortes de concepts super intéressants. Et ça livrait la marchandise, mais ça résolvait pas des problèmes qui sont aussi impressionnants que ce que je vous ai montré au départ. Par exemple, en cours, on utilise souvent ces données-là. C'est des données qui ont été compilées. C'est des gens qui ont écrit des chiffres. On les a scannés. Et on les a tous arrangés comme il faut, tous mis dans le même format, 28 pixels par 28 pixels. Et là, c'est devenu un truc typique là sur lequel on peut se pratiquer avec des algorithmes, des techniques pour résoudre des problèmes qui sont reliés à l'apprentissage automatique, à l'intelligence artificielle, à la vision, par exemple. Et le problème, c'est que si vous avez un chiffre, vous comprenez qu'ici, la tâche de base, c'était tout simplement, étant donné un chiffre, l'ordinateur devait être capable de le classer. Et il y a juste 10 classes, donc si vous y allez au hasard, vous avez une chance sur 10. C'est excessivement difficile de programmer un ordinateur pour faire ça. Parce que, bon, premièrement, c'est juste un paquet de chiffres. Bon, déjà, en partant, au moins, on a des données claires. OK? Chaque pixel est soit pâle ou foncé. OK? Mais c'est des chiffres. Et comment on va caractériser? Comment vous allez décrire qu'est-ce que c'est un 2? Pour que l'algorithme, le programme, votre système soit capable de classer ces choses-là. Il y a toutes sortes de 2 qui existent. C'est vraiment pas évident. Et à l'époque, avant que l'apprentissage automatique prenne toute la place, on a eu beaucoup d'ingénierie. Les gens essayaient d'utiliser des connaissances d'experts pour modéliser les problèmes, pour que la machine puisse prendre cette modélisation-là puis les résoudre. Mais ce qui a gagné, finalement, c'est de mettre de côté les experts puis d'engager soit des statisticiens ou des gens qui font du deep learning. Ici, l'idée, c'est qu'on a des exemples d'apprentissage très typiques en apprentissage automatique. On va avoir des exemples où on connaît la solution. OK? Et donc là, pour chacune des 60 000 images dans ma base de données, je connais sa valeur réelle. OK? Je sais si c'est un 3 ou un 5. Et donc là, ce qu'on veut, c'est avoir un système qui va apprendre, OK? Un système qui va apprendre à faire la classification, plutôt qu'un système auquel on va expliquer comment faire la classification. Et là, je vais faire un saut parce que je vous donnerai pas une solution tout de suite, mais il y a toutes sortes de solutions qui fonctionnaient assez bien à l'époque. Là, quand je dis à l'époque, c'est avant la révolution puis de l'intelligence artificielle. Là, à la fin des années 90, au début des années 2000, bon, ça fonctionnait relativement bien. Et il y a une espèce de magie qui s'opère en apprentissage automatique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir
Un peu comme si je veux expliquer à mon ordinateur comment résoudre un problème, je vais choisir un langage de programmation dans lequel je vais m'exprimer. Ben, ce qu'on fait en apprentissage automatique, c'est qu'on va choisir un cadre. OK? Le cadre, ben, c'est, là, je cherche un polynôme, mettons. OK? Ben, si je cherche un polynôme, tu sais, il faut que tu me trouves un polynôme. OK, c'est quoi un polynôme? Ben, c'est un polynôme de degré 5, je veux que tu me donnes 6 coefficients. Bon, ça, c'est mon cadre. Je cherche un polynôme de degré 5. C'est mon cadre. Bon, mais c'est quoi le polynôme? Ben, ça, les coefficients, c'est ce que je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un polynôme de degré 5 qui règle mon problème, mais je ne sais pas c'est quoi le polynôme de degré 5. Donc, trouve-moi les coefficients. OK? C'est juste ça, l'apprentissage automatique. OK? C'est un cadre qui a été décidé par un expert et la machine va apprendre à trouver, choisir, comprendre, extraire les paramètres pour que ça règle le problème. Je vais revenir à MNIST, à ces chiffres-là tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple où c'est beaucoup plus facile de visualiser ce qui se passe parce que c'est justement le genre de problème qu'on pouvait attaquer à l'époque facilement. Un problème où on a des données numériques relativement faciles à interpréter. Donc ici, j'ai l'âge, la scolarité, le salaire, puis diligence, c'est dans le dossier, est-ce que oui ou non la personne a remboursé sa dette, par exemple. Et là, ce qu'on voudrait, c'est, étant donné les trois variables ici, deviner, prédire la variable de la colonne qui est là. Et ça, ce sont des exemples d'apprentissage. Ce sont des exemples où je sais que le client est venu en 1972, il avait 48 ans, il gagnait 131 000, il avait fait 13 années d'études, donc il n'y avait pas d'études universitaires et il n'a pas remboursé. OK? Donc ça, c'est les données d'apprentissage. On voudrait imiter ça. Et je ne veux pas vous décevoir, mais on peut attaquer le problème de façon assez triviale parce que si je regarde juste le salaire, par exemple, on voit bien que tous ces dossiers-là, il y a des dossiers qui ont des salaires qui sont plus bas, moyens, plus élevés. Ce sont des données artificielles, donc concluez rien sur la population québécoise à travers ça. C'est des données que j'ai inventées, là. Mais on voit ici qu'à gauche, il y a plus de rouge. Donc, il y a plus de dossiers qui n'ont pas remboursé qu'à droite. Alors, on pourrait couper. Le meilleur point pour couper, c'est un peu bizarre, là, mais il est juste entre les deux points qui sont là. Si je coupe exactement ici, puis que je dis que tous ceux qui gagnent plus que 132 000 $ sont des bons payeurs, ben, sur ces données-là, j'ai raison 85% du temps. OK? Et j'ai juste un paramètre, c'est où est-ce que je coupe. Évidemment, si je prends deux variables, vous voyez, je suis en deux dimensions. Tantôt, j'ai coupé une ligne avec un point. Là, je peux couper un plan avec une ligne. OK? On passe de dimension D, on va à dimension D-1. Et là, on pourrait penser que la machine va calculer la meilleure ligne qui coupe les données, la meilleure droite qui coupe les données. C'est très facile à faire et ça va nous donner une équation linéaire. Si vous mettez un égal ici, vous avez la droite. Si vous mettez un plus grand ou égal, vous avez ce qui est en haut de la droite. Et là, sur les données qui sont là, on a un taux d'erreur de 5%. Et avec un peu d'imagination, on trace les points en 3 dimensions. De 3 dimensions, on coupe ça en deux avec un plan. Et là, notre plan ici, c'est l'équation égale cette valeur-là. Mais si on prend plus grand, c'est ce qui est au-dessus du plan. Et là, tous les points sont bien classés. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'on peut interpréter cette équation-là. Elle a du sens. Ce que ça veut dire en réalité, c'est que, OK, quand j'augmente ma scolarité de une année, l'équation va augmenter de 11 900. OK? De la même façon que si j'augmentais mon salaire de 11 900. Donc, cet engin de prédiction-là est affecté de la même façon pour une année de scolarité ou 12 000 $. On peut découvrir des choses amusantes. OK? Évidemment, il y a ce qu'on appelle du overfitting en anglais. Il faut bien comprendre que j'ai relativement peu de données et que là, j'ai trouvé la meilleure solution qui explique les données du passé. Si on implémentait cet algorithme-là en pratique, on aurait probablement juste un taux de succès de 90-85 peut-être, là. Parce que le système s'est concentré beaucoup trop sur les données du passé, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, je veux juste que vous sachiez que j'en suis conscient. OK?
Là, vous me dites, c'est quoi le rapport avec les chiffres? Ben, mes chiffres, c'est des vecteurs de 784 dimensions. Donc, c'est des points dans un espace de 784 dimensions. Donc, je peux séparer cet espace-là avec des hyperplans. Puis, c'est de l'algèbre linéaire. Le système va vous trouver l'hyperplan qui sépare 0 du reste. Fait que là, si vous êtes en bas, c'est un 0. Si vous êtes en haut, c'est d'autres choses. Vous allez avoir un hyperplan qui vous sépare 1 du reste. Vous êtes en bas, c'est un 1. Vous êtes en haut, c'est d'autres choses. En haut, ça peut changer de sens, là, dépendamment comment votre hyperplan est placé. Là, mais l'idée, c'est que, sans rentrer dans les détails, OK, ici, de l'algèbre linéaire, pur et dur, comme on apprend en maths, ça permet de résoudre le problème. Et en plus de ça, l'algorithme qui va vous donner cette espèce d'hyperplan, c'est un algorithme qui fonctionne en temps raisonnable et qui donne toujours la meilleure solution. La meilleure solution en tant qu'hyperplan. Je veux dire, il va vous donner un hyperplan. Il ne va pas vous donner d'autres choses. Mais c'est le meilleur. OK? Meilleur hyperplan. Et si vous faites ça, avec les chiffres ici, vous n'avez pas besoin de connaître la vision. Vous n'avez pas besoin de comprendre des concepts là, de traitement d'image. Vous n'avez même pas besoin de rien comprendre, en fait. On peut bien vous donner tous ces tableaux de chiffres-là sans vous expliquer même c'est quoi. Et votre algorithme va rouler et il va résoudre le problème avec un taux d'erreur seulement de 7,4. OK? Donc là, il n'y a pas beaucoup d'intelligence là-dedans, mais ça marche. Par contre, il y a de l'apprentissage. Il y a de l'apprentissage parce que ces hyperplans-là vont être calculés ou appris en fonction d'une grande quantité d'exemples. Et si vous augmentez le nombre d'exemples, en général, jusqu'à un certain point, vous allez augmenter la qualité du système. OK? Mais là, vous vous en doutez, ça, c'est des plans, c'est des hyperplans, c'est assez rigide. C'est surprenant qu'on réussisse à répondre à une question comme ça. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'intuition qu'on a en 2 ou en 3 dimensions, dans toutes les cours, c'est toujours 2 ou 3 dimensions, mais l'univers, il fonctionne pas comme ça. Quand vous travaillez en 800 dimensions, là, c'est complètement différent. OK? Imaginez que j'ai ces données-là ici. Là, dans ce cas-là, je vous dis même pas c'est quoi. Ça peut être des erreurs, des pertes, je ne sais quoi. C'est des delta X puis des delta Y, puis dans un certain cas, c'est OK, puis dans un certain cas, ça ne l'est pas. Fait que là, je suis juste en 2 dimensions, puis des fois, c'est oui, des fois, c'est non. OK? Ben, si je regarde mes données, ça ressemble à ça, parce qu'en 2 dimensions, je peux les afficher. Bon, est-ce que je peux apprendre un hyperplan de dimension 1, donc une droite, qui va séparer les verts des rouges? Pas vraiment. Si je fais ça, c'est vraiment imbécile, parce que 50-50, c'est à peu près le pire que je peux avoir. OK? Je suis juste assez rapide ou face. Évidemment, le système, c'est plutôt ça qu'il va vous donner. OK? C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même mieux. Le taux d'erreur est pas de 50%, il est de 36%. C'est quand même pas satisfaisant. Et il y a des maths hyper méga élégantes qui ont été développées pour généraliser les hyperplans et tout ça dans des espaces encore plus grands, de façon intelligente, de façon même efficace. C'est-à-dire qu'on va projeter tous ces trucs-là dans des espaces plus grands avec relativement peu d'efforts. OK? Par exemple, si je fais la projection suivante, je prends, excusez-moi, ça c'est pas vraiment une projection, mais si j'étends mon espace de la façon suivante et que je prends mes 2 variables et que je rajoute une 3e variable qui est calculée en fonction des 2 premières, ça ne change absolument rien sur mes données. Mais ce qui vivait dans 2 dimensions, maintenant vit dans 3 dimensions. Et là, je peux projeter mes données. Ça, c'est les données originales. Hein, c'est un peu gödelien, là. Mais bon, vous avez un projecteur qui projette des données. Mais si ce que je fais à la place, c'est que là, on voit que c'est une projection. OK? Si je projette mes données sur une surface en 3 dimensions, c'est juste l'équation de tantôt, hein, soit dit en passant, là. Mais on le voit, là, c'est une projection. OK? Et donc, les points avaient 2 coordonnées, maintenant, ils en ont 3. OK? Et ça, c'est déterministe, c'est choisi, c'est calculé, c'est pas juste au hasard. Mais dans cet espace à 3 dimensions-là, maintenant, j'ai un hyperplan qui sépare les données parfaitement. Magie. OK?
Maintenant, ma frontière de séparation, c'est devenu un cercle. Et ça, c'est d'une élégance, c'est les techniques à noyau, c'est merveilleux, on s'en servait pour faire toutes sortes de choses. C'était l'état de l'art, ça abattait les réseaux de neurones, ça abattait les réseaux de neurones à tous les niveaux, beaucoup plus élégant, et ça donnait des meilleures réponses. Pas toujours, mais assez souvent pour qu'on néglige les réseaux de neurones. OK? Ces algorithmes-là fonctionnent relativement efficacement, et c'est intéressant. Et si on applique les techniques avec des noyaux, donc si ce que vous faites, c'est que vous prenez vos images de chiffres dans 784, si vous faites semblant de faire une projection dans un espace beaucoup plus grand, en simulant ça avec votre ordinateur de façon efficace et standard. La projection que vous allez choisir, c'est celle qui est la numéro 1 dans la liste des candidats possibles dans votre package de maths. Vous allez obtenir que le taux d'erreur tombe à moins que 2%. Ça, c'est pas mal bon. OK? Bon. Est-ce qu'il me reste 15 minutes pour les réseaux de neurones? Shit, ouais. C'est pas gros 15 minutes, mais on va y arriver. Et là, ce qui s'est passé, c'est que... Ah oui, projecteur... Je sais pas si c'est le projecteur ou mon ordinateur, mais on va dire que c'est le projecteur. Donc là, la première technique qui a eu des succès extraordinaires est basée sur l'algèbre linéaire. Et dans mon cours de sciences des données, j'enseigne encore beaucoup de techniques qui sont basées sur l'algèbre linéaire pour attaquer toutes sortes de problèmes. On ne va pas nécessairement utiliser les réseaux de neurones dans tous les cas. Mais les réseaux de neurones étaient étudiés ici à l'Université de Montréal de façon sérieuse et ils essayaient de compétitionner avec d'autres techniques. Et un neurone, qu'est-ce que c'est? C'est une unité de calcul élémentaire dans un réseau de neurones, mais si vous faites la théorie du calcul, de l'info théorique, en tant qu'opération élémentaire, c'est quand même une opération qui est assez grosse, OK? Donc, l'opération élémentaire dans un réseau de neurones, c'est une combinaison linéaire suivie de ce qu'on va appeler une non-linéarité, OK? Et comment ça fonctionne? C'est que vous allez prendre vos données, vous avez peut-être 50 éléments dans votre vecteur, vous allez faire une combinaison linéaire fixe. Donc, vous allez faire x1 fois a1 plus x2 fois a2 plus x3 fois a3, hein, vos x et vos variables. Je l'ai tué quelque part. Votre paramètre M1, M2, M3, vous allez multiplier, puis vous allez additionner. OK? Et donc, la programmation d'un neurone consiste à choisir les paramètres qui sont ici, mais ce n'est qu'une combinaison linéaire. Donc, vous avez des entrées qui sont des nombres réels, et votre sortie va être un nombre réel. Bon, si vous vous intéressez un peu aux mathématiques, puis de la combinaison des opérateurs, si vous combinez des opérateurs linéaires, par exemple, si vous multipliez 50 matrices, OK, vous n'allez pas accomplir plus de travail que de multiplier par une matrice qui serait le produit des 50. OK? On ne peut pas combiner des opérations linéaires puis ajouter de la puissance. Mais si jamais, ici, on fait un petit tweak, puis on fait une non-linéarité, là, on va obtenir une brique de calcul de base qui est universelle. OK? C'est très facile, si vous vous intéressez à la théorie du calcul, de se rendre compte que cette brique de base-là, elle est universelle. N'importe quel problème qui peut être résolu par un ordinateur, vous pouvez programmer un paquet de neurones interconnectés pour le résoudre. Facile à démontrer. Le problème, c'est que il faut les programmer, les neurones. Moi, j'aime mieux Python, par exemple. Bon, tu sais, programmer des combinaisons linéaires qui sont mélangées les unes avec les autres, c'est un peu l'enfer. Mais ce qui se passe, c'est que on peut visualiser le neurone en ayant des couleurs plutôt qu'un nombre réel. On pourrait penser plus 1, moins 1. OK? Et ce qu'on va faire, c'est une combinaison linéaire. On va écraser ça dans un sigmoïde ici. Il y a toutes sortes de façons de l'écraser. Et on va avoir un signal à la fin qui est aussi un nombre réel. Ici, c'est entre les deux. C'est ni chaud ni froid. La sortie est à peu près 0,5. Bon, on peut interpréter les coefficients du neurone comme étant eux-mêmes des couleurs. Hein, moins 1 plus 1, 0. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le produit interne entre ces deux choses-là.
OK? Et finalement, l'intensité du signal va dépendre à quel point les noirs matchent avec les noirs et les blancs matchent avec les blancs. En -1 fois -1, c'est positif. +1 fois +1, c'est positif. Donc, toutes les choses qui matchent ensemble vont s'accumuler. Si, au contraire, ça match presque une fois, des fois ça matche pas, des fois c'est positif, négatif, des fois c'est négatif, positif, des fois c'est positif, positif, ben là, les valeurs vont s'annuler, puis ça va donner quelque chose de médiocre. Mais, bon, comme ici. Parce que ici, finalement, il n'y a pas de match. Si on a un meilleur match, ben, c'est pas suffisant. OK, ce que vous avez ici, ça a l'air de matcher, mais en réalité, le neurone est imbécile, ça ne matche pas du tout. Il faut vraiment que ça matche exactement comme il a été programmé. Et c'est le cas ici. Le signal est plus fort. Et finalement, le match parfait. Vous avez votre signal. Ben, un réseau de neurones, c'est juste un paquet de neurones connectés. Vous avez un input, vous avez des outputs, et vous espérez que vous pouvez extraire la réponse de votre output. Et ce que vous avez ici, c'est un tout petit réseau de neurones. Vous avez vos données, 784 valeurs pour mes petits chiffres de MNIST. Vous avez ici 300 neurones. Chacun de ces neurones-là doit être programmé. Il va accomplir une combinaison linéaire de l'input et il va produire une valeur en sortie. Et donc, j'ai 300 neurones à programmer ici. Ici, j'ai 100 neurones qui vont recevoir en entrée les 100 sorties qui sont là, qui doivent être programmées avec leurs 100 paramètres, qui vont sortir une valeur. Et ici, j'ai 10 neurones de sortie qui vont faire une combinaison linéaire des entrées, qui vont l'écraser et qui vont donner un signal de sortie. Et ce que je veux, c'est que quand je montre un 2, que le signal du 2 soit fort. OK? Et ça, vous vous en doutez, c'est de l'apprentissage automatique. On ne va pas programmer les neurones à la main. Parce que ça vous donne plus que 250 000 paramètres, soit dit en passant. Déjà, la première couche, on a 300 fois 784 paramètres. Ça en fait des paramètres. Puis en plus de ça, c'est difficile de comprendre c'est quoi qu'il faut que je produise ici pour que lui soit content, tu sais. Bon. Mais la réalité, c'est que, d'un point de vue théorique, il existe un algorithme absolument trivial qui permet d'apprendre les paramètres. OK? Et l'algorithme trivial consiste à initialiser un peu au hasard, puis j'insisterai pas là-dessus. Certains des progrès en apprentissage profond viennent du fait qu'on peut faire des meilleures initialisations, mais bon, on initialise les valeurs au hasard, et là, on va avoir un réseau qui va être absolument médiocre. Pourquoi? Ben, si tu mets des paramètres au hasard dans un programme, ça va pas résoudre ton problème, hein? C'est comme un peu... Mais, ce qu'on peut faire, c'est que on peut prendre les 60 000 exemples d'apprentissage et on peut appliquer chacun des exemples, un après l'autre, et regarder quelle est l'erreur. Nous, on va appeler ça un coût. OK? Mais pour ici, on peut juste parler de l'erreur, mais ici, l'erreur, c'est un nombre réel. OK? C'est quoi l'erreur? Ben, le premier exemple que je présente, ça pourrait être un 2. Et là, le signal qui sort au niveau du 0 est très fort. Ben, c'est pas bon, ça. Le signal devrait être à 0. Puis là, j'ai un signal de 0.7. Ben, j'ai une erreur de 0.7. OK? Et puis, lorsque je devais avoir une sortie forte pour le 2, j'ai juste 0.1. Ben là, j'ai une erreur de 0.9. OK? Et là, il y a toutes sortes de façons d'accumuler ces erreurs-là, de les compter. Il y a toutes sortes de façons de mesurer des erreurs et des distances. OK? Mais c'est pas excessivement important ici. Oui? Ah. Et donc, ce qui se passe, c'est que, croyez-le ou non, si vous avez un réseau qui est un peu médiocre, qui donne une réponse qui est pas du tout satisfaisante, mais qui n'est pas complètement perdue, vous pouvez prendre un des paramètres au hasard, par exemple celui-là, et ce que vous pouvez faire, c'est faire une petite variation de ce paramètre-là en espérant que ça va s'améliorer. Donc, vous allez augmenter le paramètre un petit peu en espérant que ça s'améliore.
Bon, si vous l'augmentez juste un petit peu, ça ne changera rien. Là, vous n'allez pas vous rendre compte de la différence. Il faut vraiment faire un calcul pour apprécier la différence. On va repasser les 60 000 images. Puis là, tu sais, tu as changé le paramètre un petit peu, fait que là, les sorties changent un petit peu. On va recalculer l'erreur totale. Bon, puis là, c'était un peu pire. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On va le diminuer un petit peu. Et là, on se rend compte que l'erreur totale change un petit peu. De façon quantitative, ça change. Mais de façon qualitative, c'est aussi merdique qu'avant. OK? La réalité, c'est que si vous faites ça de façon répétitive, choisir un paramètre au hasard, puis essayer de l'améliorer, éventuellement, vous allez avoir un réseau. Vous serez plus capable de l'améliorer, mais il va résoudre votre problème. Il va être rendu avec un taux d'erreur de 3,7. OK? Une des grandes découvertes du domaine, c'est comment faire ça de façon efficace. Parce que là, vous avez 250 000 paramètres, 60 000 exemples. S'il faut mettre à jour chaque paramètre individuellement, ça marche pas. OK? Donc, si vous avez entendu parler de backpropagation, l'algorithme de rétropropagation, c'est pour faire ça de façon efficace. Mais vous êtes en maths, vous comprenez qu'en réalité, ce qu'on a comme algorithme, c'est un algorithme qui va calculer les dérivées partielles des paramètres en fonction de l'erreur. Nous, on va dire en fonction du coût, parce que ça peut être plus compliqué juste qu'une erreur, OK? Il peut y avoir toutes sortes de calculs qu'on peut vouloir faire, fait qu'on appelle ça un coût. Et en calculant les dérivées partielles des paramètres en fonction du coût, on va se déplacer dans la direction que les dérivées partielles nous disent. À un moment donné, on va rester coincé dans un minimum local, et là, on va espérer qu'on a une solution, sauf que ça marche. Puis, si vous allez me dire, c'est quoi le deep learning? Ça marche, 3.1 d'erreur. Je vous l'ai dit, à l'époque, les méthodes hyper élégantes de méthodes à noyau, de projection, d'algèbre linéaire, donnaient un taux d'erreur de 1.9. Ça donne 3.1, ce réseau-là. OK? Ça bat pas les anciennes techniques. Mais je vous ai dit que le réseau de neurones était une entité universelle. Ce que je vous ai dit, c'est que c'est facile, si on fait de la théorie, de démontrer que si vous me donnez suffisamment de neurones, je peux répéter ou copier n'importe quel calcul qui est fait par un autre système. Donc, si c'est vraiment possible de faire mieux que ça, ça veut dire, à quelque part, qu'on n'a pas poussé le réseau de neurones à sa capacité maximale. On n'a pas le meilleur réseau de neurones de l'univers, parce que le meilleur réseau de neurones de l'univers, il faut qu'il fasse au moins aussi bien que l'autre truc là, qu'on a programmé différemment. Le problème, c'est que ça prend des réseaux qui ont une certaine taille, mais surtout qui ont une certaine profondeur. OK, ça aussi, en infothéorique, si vous étudiez avec Pierre Mackenzie, vous allez voir que on peut pas paralléliser tout dans l'univers. Des fois, il faut faire une première étape suivie d'une deuxième étape, suivie d'une troisième étape. Donc, les réseaux vont avoir une certaine profondeur, et c'est ça, deep learning. On n'arrivait absolument pas à entraîner des réseaux qui étaient gros, qui étaient profonds. Parce que le signal, la dérivée, là, c'est l'enfer. Il passait à travers un paquet de couches. Le signal se perdait complètement et il n'y avait aucun apprentissage qui se faisait. Et la grosse révolution, c'est que là, c'est des dizaines, des centaines de couches de profondeur, des millions, des milliards de neurones, des millions, des milliards d'exemples, OK? Et on peut faire n'importe quoi. OK? Est-ce qu'il me reste une minute? OK? On peut tout faire. Sky is the limit. Cet exemple-là m'a sidéré. OK? C'est un exemple académique. Problème avec des images. Vous avez des images de formes géométriques. Pyramide, cylindre, sphère et carré. Pas de pyramide, non, carré, sphère et cylindre. Vous avez plusieurs types de textures et de couleurs. Et le but du jeu, c'est de répondre à des questions difficiles qui demandent de raisonner logiquement, compter, comparer les choses. Et moi, j'aurais pensé qu'un réseau de neurones ne sera pas capable de faire de la logique. Et donc, on peut pas juste entraîner, tu sais, choisir un paramètre, augmente-le. Bon, même si on fait de la backpropagation, là, tu sais, ça sera pas assez pour résoudre le problème. La réalité, c'est que ce genre de questions-là, OK, are there an equal number of large things and metal sphere? L'idée, ça a été créé, ces données-là ont été créées artificiellement. On peut les créer artificiellement, vous savez pourquoi? Ce sont des images de synthèse, OK?
Comme ce sont des images de synthèse, on les crée en connaissant la position des objets, donc on connaît la bonne réponse. Et ils ont programmé ça. Ils ont publié le jeu de données en disant la prochaine frontière en intelligence artificielle. Mais ce qui s'est passé, c'est que les techniques de l'époque ont immédiatement réussi à résoudre le problème. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un problème où il y avait beaucoup de données. Dès que vous avez beaucoup de données, c'est réglé. On n'a pas toujours beaucoup de données. Alors, je vous remercie, je m'excuse, je vais rester disponible.